Bon, mais je commence alors, c'est parfait. Il y a déjà moins de monde que tout à l'heure, hein. Ça a écrémé la pause. Bonjour, moi c'est Michael. Je suis fondateur et développeur chez Arpinum et nous allons discuter de Test Driven Development. Je ne connais pas trop le public. Est-ce qu'il y en a qui font du dev ici? Ah, un petit peu. Personne veut faire développeur comme métier par hasard? Ah, quand même 2 personnes, c'est bien. Donc nous allons discuter de TDD, mais juste avant, je vais faire une petite parenthèse et je vais vous présenter Trashcat. Trashcat, c'est juste un lolcat. C'est un chat pris dans un instant de la vie ordinaire. Bon, là, il est dans une poubelle et il est vraiment pas content. Et en fait, Trashcat, avec ses petits frères sur Internet, ils sont des milliers. Il y a plein d'images rigolotes comme ça. Et en fait, c'est tout droit issu de notre imagination. Et on l'a tous en nous, ce pouvoir créatif. Et en fait, demandez-vous si dans vos projets ou autour de vos produits, vous ne pouvez pas utiliser cette imagination, cet esprit créatif. C'est une petite question ouverte. Mais revenons à la technique. Test Driven Development. Dans la pièce, est-ce que des gens connaissent cet acronyme? C'est bien, il y a le premier rang et un peu derrière. La notion de test unitaire, peut-être, ça parle à plus de personnes? Bon, des oui, c'est bien, ça marche aussi. Test Driven Development, c'est une idée un peu folle, qu'il serait possible d'écrire des tests unitaires avant même d'avoir écrit le code que l'on teste. Donc voilà, vous n'avez pas encore développé, que vous commencez par un test. TDD est régi par 3 règles. Elles sont simples à comprendre, elles sont un peu rigoureuses, mais en fait, ces règles, c'est quand vous êtes en situation de stress ou quand vous ne savez plus quoi faire, vous vous référez à ces règles-là. C'est la base. Donc on écrit sur un projet jamais de code de production, jamais, si ce n'est pour faire passer un test qui échoue. On écrit le minimum de code de test pour démontrer un défaut. Et finalement, on écrit juste assez de code de production pour faire passer un test. 3 règles simples qui s'articulent autour d'un cycle très rapide de développement. Dès qu'une nouvelle fonctionnalité arrive, on commence par écrire un test qui va prouver que l'application ne répond pas à cette fonctionnalité. Ensuite, on va faire passer le test très vite en faisant du code de production. L'idée, c'est vraiment d'aller très vite. On doit atteindre ce vert le plus tôt possible. Et finalement, une fois qu'on a ce harnais d'un test plus du code qui fonctionne, on va le remanier. Ce refactoring est nécessaire puisqu'on est dans un cycle très rapide, on a assez peu de recul finalement, et si on ne prend pas du temps pour refactorer son code, ça se transforme vite en plat de spaghettis. Et dès qu'on essaie de tirer une patte, on a toute l'application qui vient avec. Le refactoring, ça vous parle? Oui, ça vous parle, très bien. Non, je déconne. Le refactoring, c'est l'art ou la discipline de modifier la structure interne du code sans en changer son comportement externe. C'est-à-dire que vous avez une situation où votre code fait passer tous les tests, votre application marche, vous allez remanier ce code et votre application marchera toujours. Si vous avez passé 3 heures à bidouiller votre code et que plus rien ne marche, vous n'êtes sûrement pas en train de faire du refactoring. Et donc, finalement, à quoi ça sert d'écrire ces tests juste avant? Parce que des tests, on en fait tous sur les projets. J'ai jamais vu de projet où on développe et on balance en prod comme ça en priant pour que ça marche. En fait, on fait tous des tests. Ils sont tous plus ou moins bien faits par contre. Les premiers sont des tests manuels. On lance l'application, on fait 2-3 clics, on dit c'est bon, j'ai testé, c'est valide, on balance en prod. Il y a des tests un peu meilleurs qu'on a essayé d'automatiser. Donc on a vraiment fait des tests unitaires. Ils couvrent une certaine partie de l'application et on balance en prod. Et là, TDD, ça prend tout ça à sens contraire et ça dit non, on écrit les tests et on code après. Pourquoi? TDD n'est pas une pratique de test. Ça va peut-être vous décevoir. Ça ne parle pas de test. Ça parle de développement et ça parle de conception. Grâce à ces cycles rapides de test, code et refactoring,
TDD va vous permettre de trouver le meilleur design à un instant T. Ça ne sera pas forcément le meilleur sur la vie de votre projet, mais pour l'instant, il va suffire. Et c'est pas pratique ces micros. Ce meilleur design, il n'apparaîtra pas directement. À votre première ligne de code, ça ne sera jamais la ligne de code parfaite. Il apparaîtra après quelques cycles de TDD. Et ça vient d'un principe que, dans tous les cas, le meilleur design va émerger du code. Alors, une fois que j'aurai réussi à maîtriser le micro. Alors, par où commencer pour apprendre TDD? On est en 2012 et je peux dire sans me tromper, voilà, ça va être beaucoup plus simple, je peux me dire sans me tromper que si demain je vais dans votre boîte développer, autour de moi, les développeurs ne feront pas du TDD. Il y a peu de chances. Et pourtant, ça date. C'est issu de l'écosystème Extreme Programming. Ça a été synthétisé en fin des années 90 par Ken Beck et expérimenté aussi par Ken Beck. C'est que c'est difficile à mettre en place, TDD. Ça va à contresens de la pensée humaine. Et quand on est déjà dans un milieu qui n'a pas eu la culture du test, c'est très difficile de commencer. Alors, pourquoi ne commenceriez-vous pas par des exercices beaucoup plus simples, des situations qui ne sont pas votre quotidien, dans lesquelles vous pourrez pratiquer cette nouvelle approche et faire des erreurs. Ça ne vous coûtera que du temps, finalement. Mais ce temps, ça fait partie de votre auto-formation. Donc je vous propose de faire un kata, un exercice de programmation simple, et voici un exemple qui est le kata du bowling. Je vais changer habilement de slide. Et c'est parti, deuxième présentation. Le kata du bowling. L'objectif de ce kata est de calculer le score d'une partie de bowling. C'est pas si simple que ça, le score d'une partie de bowling. On a un exemple. Alors, au début, quand je voyais ces tableaux, je ne comprenais rien. En fait, une partie de bowling est divisée en 10 carreaux. Dans un carreau, on a le droit de lancer 2 fois la boule, et l'objectif est de faire tomber le maximum de quilles, au maximum 10. Les règles, ça va m'aider. Voilà, le score du carreau, c'est le nombre de quilles qu'on a abattues. Il y a des règles particulières comme le spare, c'est-à-dire que si on fait tomber 10 quilles dans les 2 lancers, on ajoute le score du lancer suivant. Et si on a fait un strike, qu'on est très bon, on rajoute le score des 2 lancers suivants. Et finalement, le dernier jeu, voilà, le 10e, il est un peu particulier. Si on a fait un spare au dernier lancer, on a droit à un lancer supplémentaire. Si on a fait un strike au dernier lancer, on a droit à un lancer supplémentaire. Et si on refait un strike, à un autre lancer supplémentaire. Donc selon vous, quel est le score maximal? J'ai entendu la réponse, c'est moche. Le score maximal est bien 300. Le score maximal est atteint si dans les 10 carreaux, on a fait 10 strikes, plus 2 strikes de bonus. Voilà. Je remets mon micro et je code. Ça serait top si j'avais une assistante. Ouais, bon, après ce discours, je suis obligé de coder, parce que sinon je m'ennuie en présentation. Voilà, donc je vais faire le kata du bowling. Le but, c'est de calculer le score d'une partie de bowling. Donc je ne vais pas en dire plus. Je suis complètement libre dans son implémentation. Je sais juste que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas faire de superbe IHM. Je ne vais pas forcément tester la validité d'une partie. Je suppose qu'on me donne des lancers corrects et que je donne le score. Voilà. Donc j'ai un magnifique IDE sur un magnifique MacBook. Voilà, tout ça, ça coûte très cher, hein, c'est le meilleur outil de travail. Je vais commencer par écrire un test unitaire parce que c'est la première règle de TDD. Je n'ai pas le droit d'écrire du code de production si ce n'est pour faire passer un test.
Donc c'est parti, je vais prendre un concept assez haut niveau. Finalement, on me demande de calculer le score d'une partie de bowling, donc je vais introduire la notion de partie. Hop. Oui, si, allez, c'est parti. Donc test, partie. Je code en français, ça sera l'objet d'un autre débat. Premier test, voilà. Je vais essayer d'obtenir le score d'une partie très nulle où on a mis la boule dans la gouttière à chaque fois. Ce score-là est donc naturellement de 0. Je peux obtenir le score d'une partie gouttière. Voilà. Il y en a qui rigolent. Ils ont sûrement l'habitude de nommer leur test en mettant test et le nom de la méthode. C'est à bannir. Donc, je commence par créer mon premier concept qui est une partie. Ah, ça n'existe pas, c'est un test rouge, je dois le faire passer. Ça compile pas, hein, c'est en rouge, c'est moche. Je crée la classe partie, on va dire dans le package par défaut, c'est pas une bonne pratique, mais on s'en fiche. Voilà, j'ai créé ma classe partie. Si je lance mes tests, c'est un peu long, c'est l'initialisation. Après, ça ira mieux. Les tests sont au vert, c'est parfait. Donc, je crée ma petite partie, j'avance un peu, et je vais dire qu'on va faire 20 lancers dans la gouttière. Donc là, je vais faire une petite boucle for, voilà. 20 lancers, je vais dire partie. Ben, il y a eu un nouveau lancer. Et c'est rouge, mais il faut que je continue d'écrire, sinon il me générera du caca. Alors, nouveau lancer, et on va dire qu'on a fait 0. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? De faire l'implémentation, qui est, voilà une méthode nouveau lancer, et qui prend en paramètre le nombre de quilles. Très bien. Bon, c'est un peu rapide, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je lance mes tests. Et aux surprises, je pense que c'est vert. Voilà, c'est normal, hein, j'ai rien demandé encore pour l'instant. Mais je vais m'assurer que finalement, si je demande le score de la partie, il est de... Le score, s'il vous plaît? Scrum Master. Merci. Le score, et c'est Scrum Master. Bon, d'accord, je vois, mais un bug décimal. Retourner 0, merci l'IDE, mais là tu me bousilles mon effet. Je vais retourner -1, parce que 0 c'est une valeur possible dans le booling, et quand j'écris mon implémentation, je veux qu'elle échoue fatalement. Donc -1, ça sera un score complètement improbable. Je mets -1 pour l'instant. Je reviens à mon test, c'est bien, ça compile. Et là, je le lance. Voilà, donc nous sommes dans une petite résolution, mais vous voyez qu'on attendait 0, on a eu -1, le test échoue. Nous allons faire passer ça. Il se peut que je me trompe dans l'écriture du kata, donc vous criez, vous hurlez si j'ai fait une erreur et vous me guidez. Parce que moi, j'ai assez peu de recul finalement. Habituellement, je travaille en binôme pour ça. Ça fera l'objet d'un autre débat. Alors, le score, ben, pourquoi pas retourner 0 finalement? Ben, c'est vert. Parfait, c'est vert. J'ai fait mon test, j'ai fait mon code de prod, je passe à l'étape de refactoring. Ben, c'est plutôt bon. Voilà. Pour l'instant, je sais que j'ai prévu le coup d'après quand même. Effectivement, je pourrais me dire, j'ai un paramètre ici, il ne sert à rien, je pourrais chipoter, mais c'est le coup d'après. Voilà, voilà. J'écris un deuxième test. Maintenant, j'ai vu que mon implémentation était très naïve. Je retourne 0. Fatalement, si on me demande une autre partie de bowling où on a un peu mieux réussi, j'aurai un tout autre score. Donc, qu'à cela ne tienne, je vais faire quoi? Je vais vous la jouer comment? Mettons si je fais 20 lancers et que je fais tomber une quille. Quel est le score? Bon, c'est 20. Voilà. Je peux obtenir le score d'une partie modeste. Comme ça, je ne porte pas trop de jugement de valeur négatif.
je crée ma petite partie, voilà, petite variable, et une petite boucle aussi. Donc je fais 20 lancers, oh là là, ça sent la duplication. Nouveau lancer, à 1. Non, that, merci, le mot-clé du langage qui ne sert à rien. Partie.score est égal à 20. 20. On le pose sur papier ou c'est bon? 20? Ce sera plus compliqué pour la suite. J'ai toujours qu'un test qui a été exécuté, donc là le public il peut faire ouh. Je n'ai pas lancé tous les tests. Donc je m'attendais à avoir 20, j'ai eu 0. C'est ballot. Forcément, mon implémentation naïve, elle n'a pas tenu. Donc ce que je vais dire, c'est qu'ici, finalement, ça peut être un score que je retourne. Ça dégage. Et je dis que le score, je vais lui ajouter le nombre de quilles à chaque fois. Comme ça, si je relance mes tests, j'obtiens le bon score. OK. J'ai fait mon test, j'ai fait mon implémentation, je refactor. Mon code de prod, il est superbe. Bon, moi je sais déjà qu'il déconne, mais on verra plus tard. Il est court, donc on peut se le permettre pour l'instant, sachant que je sais qu'après je vais le retravailler. Je peux le laisser en l'état, mais selon moi, il a un problème. Les deux tests, par contre, on le voit, plus l'écran est petit, plus on a besoin de faire de l'espace. Et là, on a deux méthodes qui rentrent à peine dans l'écran, ça ne va pas du tout. J'ai une duplication ici, je crée une partie complètement vierge, et dans le second test, je crée une partie tout aussi vierge. Donc c'est parti. C'est le cas de le dire. Je vais mettre ça dans un setup. Voilà, j'ai initialisé la partie, ça va être exécuté avant chaque test. Je vais créer une nouvelle partie. Voilà, ici il y a un blanc, je suis un peu maniaque. La même partie peut être utilisée, je relance les tests. Ah, là c'est étonnant. J'ai relancé les tests, mais en fait, c'est plutôt l'implémentation qui couvre mes tests. Je suis en train de refactorer les tests et pas l'implémentation. C'est aussi ça la magie de TDD. Ici, j'ai deux méthodes qui, pour un nombre de lancers donné, font tomber des quilles. Bon, certes, je peux refactorer ça grâce à un jeu habile de refactoring automatique. Donc là, je dis que c'est le nombre de lancers. Voilà, et ça, a priori, ce sont les quilles. Merci. Je le sors du scope. Voilà. Et je dis que ça, je vais créer une méthode qui va s'appeler, mettons, nouveau lancer. Voilà. Les termes sont sujets à caution. Ça fait partie, les termes que vous choisissez, les identificateurs, que ce soit de variables, de méthodes, de classes, c'est une grande polémique au sein de vos projets. Là, je mets des termes arbitraires. Il se peut que dans votre tête, vous dites « Ah mais j'aurais jamais nommé ça ». C'est pas grave. Le but, c'est que quand vous travaillez avec une équipe ou en binôme, vous avez de nombreuses discussions au sujet de ces termes. Et a fortiori, si ce sont des termes métiers, vous aurez des discussions avec le client. Là, j'ai des discussions qu'avec moi-même. Mon IDE, superbe, qui coûte très cher, il m'a détecté une duplication. Et ça, il est vachement balèze. C'est-à-dire qu'il a vu qu'en bas, j'avais la même méthode. Pourtant, elle est dans une autre méthode. Je fais le refactoring et, grâce à un jeu habile de refactoring automatique, j'obtiens quoi? J'obtiens, après, j'ai besoin de la souris pour faire ça, voilà, j'obtiens deux méthodes de test qui nous disent, si je fais 20 lancers à 0, le score est de 0, si je fais 20 lancers à 1, le score est de 20. Je préfère mettre la méthode nouveau lancer tout en bas parce que mon sens de lecture est de haut en bas. Donc ça me semble plus logique. Si je reviens à mon code de prod, pour l'instant je vous ai dit qu'il allait, donc je laisse. Je peux enchaîner un nouveau test. Je n'ai pas du tout pris en compte les strikes, les spares, la fin de la partie, donc c'est le bon moment. Voilà, le score prend en compte le spare.
Donc, je vais construire une partie où je vais faire un spare. Ensuite, je vais faire un lancer bidon, comme faire tomber une quille. Et je vais prouver que ce lancer est pris en compte. C'est parti. Donc, je fais un lancer à, mettons, 4 et un lancer à 6. J'obtiens donc un spare si vous avez tout suivi. C'est pas grave, je vais écrire. Hop. Je fais un lancer à 1 et combien il reste de lancers? 17. Magnifique. Je vais faire des lancers à 0, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je m'assure que le score est 2, vous calculez dans votre tête. Is equal to. Quel est le score? C'est bien. Ça va pas aussi vite d'habitude. Et moi-même, quand je fais ce kata, je me trompe très souvent sur le score, je dois le poser sur papier. C'est pas une blague. Le score est 11, forcément, mon implémentation naïve ne fonctionne pas dans les cas normaux. Il y a au moins un spare dans une partie. Oui, c'est pas très propre. Finalement, j'ai une méthode qui calcule un score, elle retourne une variable. Bon, quand je demande le score, ça me retourne qu'une variable. Soit, mais j'ai une méthode nouveau lancé qui en fait, elle calcule le score. C'est elle qui calcule le score. C'est un peu bizarre. Finalement, quand je demande le score, on s'appuie juste sur un champ de la classe, alors que la méthode devrait calculer des choses. Et nouveau lancé devrait prendre en compte les nouveaux lancés et pas calculer le score. On a un problème de responsabilité ici. Je pourrais renommer les méthodes aussi, mais ce n'est pas ce que je vais faire parce que je connais un peu la suite. Donc je regarde où j'en suis. Effectivement, j'ai lancé mon test, ça ne va pas. Je regarde le code de prod, ça ne va pas du tout. En l'état, je vais avoir beaucoup de mal à faire passer mon test. Je pense que ce souci de responsabilité va me nuire dans mon implémentation. Donc, je préfère être un peu extrême et me dire, je refactor mon code pour être dans une meilleure posture. Je mets ce test en commentaire, je lance les tests. Je suis dans une situation où je suis au vert. Je regarde ma partie et là, je refactor. Alors, c'est un gros problème que Nouveau Lancé calcule le score. Nouveau Lancé devrait prendre en compte les lancers. OK, je vais prendre en compte les lancers en créant une petite liste. On ne peut pas faire une liste d'int en Java, il est trop limité. Voilà. Je vais nommer ça lancer. C'est égal à new EureList, et oui, c'est si compliqué. D'entier, tu aurais pu le deviner. Voilà, c'est une liste. Oh oh. Je suis toujours au vert, hein. Là, à chaque étape, je peux faire mon raccourci pour lancer les tests et je serai toujours au vert. Ayez confiance. Lancer, j'ajoute les quilles. OK, je suis toujours au vert. Très bien. Et ici, je vais faire une petite boucle for habile. Ce n'est pas tout à fait une boucle for. Je vais dire que j'ai un résultat à ce score égale 0. Ici, je vais faire résultat plus égal les lancers. Voilà. Ici, je vais retourner le résultat. Ah oui, c'est vrai, depuis Java 6, tu ne compiles plus. Hop, je lance mes tests. Ils sont au vert, magnifique. Score est devenu inutile. Voilà, comme le H de Hawaï. Donc, je vais dans Test Party. Je décommente. Je lance les tests. Normalement, c'est rouge, sinon c'est que ce n'était pas un refactoring. C'est pas possible que j'ai introduit une fonctionnalité en faisant du refactoring, ça n'existe pas. Et là, je me dis, très bien, mes nouveaux lancers,
gère les lancers, le score gère le score, je suis content. J'ai un problème. Effectivement, je ne peux pas avancer comme ça indéfiniment. Je dois quelque part, pour calculer le score d'un carreau, avoir le lancer suivant. C'est le cas du SPER. Je ne peux plus parcourir toute la liste d'emblée. Qu'à cela ne tienne, j'introduis une notion qui va être le carreau. Le carreau, on peut renommer ça indice carreau si vous voulez être encore plus explicite, ça va être la position du carreau dans mes lancers. Vous avez 20 lancers, le premier carreau a une position de 0, le second carreau a priori a une position de 2. Bon, sauf si on a fait un strike, on verra ça plus tard. Donc ça, par un jeu habile de refactoring, oui, je vais changer ma boucle for each en boucle for. Là, j'ai une optimisation complètement inutile, je la supprime. Donc j'ai ma boucle for. C'est très bien. Je vais dire que finalement, ça ne sert pas. Voilà. Alors, je vais calculer le score du carreau désormais et pas uniquement le score du lancer. Ce qui représente un peu plus le métier du bowling au final. Donc le résultat, ça va être pas le score du lancer, mais plutôt le score du lancer au niveau du carreau, c'est indice carreau évidemment. Voilà. Auquel j'ajoute, je suis feignant, c'est là qu'on ne rentre plus dans l'écran. Ça, c'est une bonne indication qu'on a besoin d'un refactoring. Donc, OK, je vais faire ça. Je vais dire que le résultat prend en compte le score du carreau. Fatalement, le carreau, je dois l'avancer à chaque fois que je prends en compte son score. Donc, je vais dire que le carreau, il avance de 2. Effectivement, il y a 2 lancers à chaque fois. Le carreau, il avance de 2 dans les lancers. Mais, je suis perdu, voilà. Je suis en train de faire passer le SPER. On a peut-être perdu le fil ici. Donc je poursuis. Donc si lancer.get de indice carreau, hop, plus lancer.get les beaux refactoring en prévision, plus 1, si le score du carreau est égal à 10, c'est qu'on a fait un SPER, non? Alors, si vous avez suivi les règles, je vais essayer de gagner un peu de place, voilà. Si vous avez suivi les règles, le résultat prend en compte le lancer suivant. Plus 2, a priori. Voilà. Alors j'ai sûrement fait une erreur avec tous ces jeux de for, if, avec un langage bien verbeux. Et voilà, ça passe plus, c'est le drame. Donc maintenant, il faut essayer de trouver pourquoi. Donc j'ai bien le résultat, tac, tac, tac. J'ai ma boucle for. Ah oui, c'est normal. Il n'y a que 10 carreaux. Ah, ça passe. Oui. On ne parcourt pas tous les lancers puisqu'on prend le score des carreaux à chaque fois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les incrémente de 2. Donc là, j'ai un code que je qualifierais de sale, pour ne pas dire d'autres termes. Pourtant, il fait passer tous les tests. Même si j'avais testé manuellement, je pourrais m'arrêter là et me dire, voilà, c'est très bien, j'ai fait mon job. Bon, pas tout à fait. Parce qu'on est des professionnels. Donc ici, j'ai un commentaire où c'est mal. En fait, le commentaire, il peut exister, il doit exprimer le pourquoi, mais certainement pas le quoi. Et là, visiblement, on a commenté le SPER. Ça ne va pas du tout. Au lieu de ça, ici, je vais faire une méthode qui s'appelle SPER. Voilà. Donc si on a fait un SPER, alors le résultat prend en compte le bonus. Très bien. Ici,
Ça, finalement, c'est le score du carreau. Alors, non, fais pas ça pour l'instant. Voilà. Donc, pour mes 10 carreaux, le résultat, c'est le score du carreau. Et si c'est un spare, finalement, c'est le bonus du spare. Voilà. Très bien. J'ai mon bonus, j'ai mon score carreau, mon spare. Ce n'est pas forcément dans l'ordre parce que le bonus spare apparaît après, dans l'ordre de lecture. Voilà. Je retourne à mes tests, que je relance avec joie. Tout est vert. Parfois, le public, il applaudit, mais c'est que quand il ne s'est pas endormi, ça. Mon code de test n'est pas très propre. Il a un commentaire, c'est une odeur. Pas de problème. Ici, je vais dire nouveau spare. Voilà, je fais un nouveau spare. Je fais un lancer de 1, 17 lancés à 0. C'est très bien. 8. Tiens, tu as laissé une ligne ici. Je vais écrire le test qui manque, à savoir sur les strikes. J'ai géré les spares, pour l'instant c'est pas mal. J'ai 80% de mon logiciel, je suis content. 8. Oh, on va plutôt le nommer le score. Prend en compte le strike. Voilà. Là, on va plutôt le nommer, il est important, c'est qu'en fait, c'est l'autosimilarité. Vous avez construit certaines méthodes d'une certaine façon, écrit des noms de thèses d'une certaine façon, faites de la même façon sur l'ensemble de votre projet, quitte à refactorer au final, si vous avez trouvé une bonne façon. Alors, je vais faire un nouveau lancer de une quille, mais j'en fais tomber 10 d'un coup. Hop, ce qui correspond à peu près au strike, si je ne me suis pas trompé. Je vais ensuite faire des lancers pertinents pour prouver le bonus. Mettons un lancer de 1, un lancer de 2, et combien il me reste de lancers? 16, parfait. J'avais entendu un 17, hein, c'était complètement faux. Je le fais à 0, vous connaissez la chanson. HRZ, partie.score is equal to, t'es gentil. Ah, quel est le score? D'accord, ils ont calculé dans la tête. Ok, le score est de 16. Quel est-il en réalité? Il est un certain nombre. Ah, non, il n'est pas un certain nombre. Visiblement, on a fait quelque chose qui nous arrive très souvent quand on manipule des tableaux, même si c'est une liste. C'est au final indexé. On a dépassé le tableau. Donc ça, c'est moche. C'est moche parce que je m'attends à avoir 16. Donc au pire, j'ai un autre nombre, mais si j'ai une exception, ce n'est absolument pas la raison de mon test. Je n'aime pas ça. Alors, à mon avis, ça vient de ma gestion des indices de carreaux, parce que quand je fais un strike, c'est un peu faux de dire que j'avance de 2 lancers, vu qu'il n'y en a eu qu'un lancé dans le carreau. Donc peut-être que je pourrais faire quelque chose du style if, c'est quoi déjà? If lancer.get, non, c'est indice carreau, plus, non, égal, 10, bien vu. Ça correspond à peu près au strike. Voilà, je suis naïf. Si c'est le strike, alors quelque chose. Sinon, ben c'est le reste. Et ici, le strike, lui, l'indice du carreau, il avance de 1. Si je relance mon test, j'ai un problème de comparaison. Mon score est de 3 alors que normalement il est de 16. Là, j'ai la vraie erreur du test. Je n'ai pas une obscure exception. Une obscure exception. Ok, allez, c'est parti. Donc si on a fait un strike, le résultat, il est de 10. On a fait un strike. Plus lancer.get
de indice carreau, je m'y ferai jamais à ce nom, indice carreau, lancer.get, indice carreau, plus 1, là j'ai oublié le, non c'est plus 2, vous avez suivi, ici c'était 1 plus 1, égale 2, c'était complètement inutile. Voilà, c'est vert. Donc là, le public, il applaudit. Voilà, mon test, il est correct. Je regarde mon implémentation, elle n'est pas très bonne. Franchement, elle n'est pas très bonne. Ici, c'est plutôt un strike. Et il y a des termes francisés pour les strikes et les spares, mais en fait, ils ne sont pas utilisés en français. Je pense qu'ils sont plus utilisés au Québec, qui traduisent un peu plus de termes. Nous, quand on joue au bowling, on parle vraiment en termes de strike et de spare, donc c'est pas une flemme d'avoir pas traduit le terme. Mais j'ai traduit le terme carreau parce qu'il est utilisé. Alors, si on a fait un strike, le score est de ça, et ça, c'est à peu près, si je ne me trompe pas, le bonus du strike. Voilà, j'ai fait le bonus du strike. Très bien. Je regarde mon implémentation. Une boucle for, un if, un else. C'est pas ce qu'on a vu de plus propre. J'ai tourné le kata dans tous ses sens. Avec Java, c'est difficile de faire mieux. On peut faire une version objet du kata, mais ça serait overkill. Ici, nouveau strike. Je continue dans la propreté, si j'ose dire. Voilà. J'ai ceci, j'ai cela. Et maintenant, je regarde mon code de production. Je pense que je suis incapable d'écrire un test qui fait échouer cette implémentation. Un test qui serait évidemment valide dans les règles du bowling. Je ne vais pas faire un lancer et faire tomber 15 quilles, par exemple. 0. Non, normalement, ce n'est pas un strike. Tu penses ? Il y a une autre façon aussi de le casser. Je ne peux pas donner toutes les indications. Le score prend en compte la partie de... C'était qui déjà, pardon? De comment tu t'appelles? Nicolas. Bien évidemment, je n'aurais pas nommé ce test comme ça. Alors, tu dis, on fait un lancé à 0. Un lancé à 10. Quelqu'un s'y connaît en règle du bowling pour me dire si c'est effectivement pas un strike? Et après, combien il reste de lancers? Il en reste 17. Quel est le score que tu veux? Je lance mes tests avec fébrilité. Ah, on rajoute? On peut. À combien? D'accord. Quel est le score? Ah non. On relance? Non.
Ah, pardon. Oui, oui, on ne vérifie pas la validité. Donc effectivement, comme on pourrait faire 1500 lancés à zéro, c'est pas. Mais effectivement, le test n'est pas bien écrit. Merci pour cette rigourosité. On peut faire quoi? Ah! Finalement, 10 strikes. This is madness. Euh, Allez, comme ça, si un jour le score change, je devrais changer le nom de ma méthode. Ça me fera les pieds. Nouveau lancer, je vais faire... il y en a combien alors de lancers? Non. Si on est très fort, on en fait 12. Alors, non, 12 lancers. J'ai fait quoi là? Nouveau lancer, 12. C'est ça? Lancer, quille, 10. 30. Ça, c'est chelou, ça. Ça, c'est chelou, ça. Merci. Ah, on continue l'implémentation. J'avais peur d'avoir le temps d'avoir de questions. Pony strike. Ah, le plus égal. Oh là là. Merci, binôme. Hein. Voilà. J'ai gagné. Si je devais rajouter un mot sur ce test, je pensais qu'il allait échouer. Et j'essaierai de le faire sur papier pour voir pourquoi il passe en fait. Mais je suis un peu léger sur les règles du bowling et quand je ne savais pas si c'était un strike ou pas le fait que ça soit deuxième lancé et je ne sais pas pourquoi il passe, mais on peut peut-être le casser. Mais c'est ça l'idée, c'est que si on est capable d'écrire un test qui échoue, ben déjà c'est bien parce qu'on l'aura ce test, il va rester et je vais ensuite implémenter. Je ne vais pas plutôt modifier l'implémentation dans le cas où quelqu'un ferait une partie comme ça. Non, je matérialise ça par un test. Et ces tests-là, ils sont là à titre de documentation, mais ils ne nous servent pas à nous en tant que développeurs. Voilà. J'ai combien de temps, si j'en ai? C'est fini?